Bonjour à tous, bienvenue. L'attente fut longue, mais les Béninois ont fini par être délivrés dans la soirée de ce samedi 17 janvier 2026. Ils connaissent désormais... L'Afrique ne se raconte plus, elle se décrypte. Bienvenue sur Afrique Contexte, là où l'actualité prend tout son sens. Ici, nous allons au-delà des titres pour vous donner les clés de compréhension des enjeux politiques et économiques du continent. Pour ne rien manquer des mutations de notre Afrique, abonnez-vous et rejoignez la conversation. On commence maintenant. Bonjour à tous, bienvenue. L'attente fut longue, mais les Béninois ont fini par être délivrés dans la soirée de ce samedi 17 janvier 2026. Ils connaissent désormais les résultats provisoires du scrutin législatif du 11 janvier dernier. Deux partis politiques seront représentés à la 10e législature, l'Union progressiste, le Renouveau et le Bloc républicain. Les autres en compétition n'auront pas réuni les 20% nécessaires dans chaque circonscription électorale pour être éligibles. Comment se sont déroulées ces élections du 11 janvier? Quelles leçons en tirer? Quelle analyse faire de ces résultats? Que dire après l'application du code électoral tant décrié? Nous recevons pour vous un observateur averti, j'allais dire infatigable. Il s'agit de Jean-Baptiste Elias, le président du Front des organisations nationales contre la corruption, FONAC. Jean-Baptiste Elias, bonjour, bienvenue. Bonjour à vous et bonjour à tous ceux qui nous écoutent en ce moment. La Sénat a mis du temps à accoucher et elle a accouché seulement en partie, on va dire. Quelles furent vos impressions durant tout ce temps d'attente? Avant de vous répondre, permettez-moi de féliciter d'abord tout le peuple béninois pour son sens de patience et surtout pour avoir travaillé à ce que la paix soit au rendez-vous pour les élections du 11 janvier 2026. Les électeurs, les partis politiques, les responsables des partis politiques, tout ce beau monde doit être félicité. Et pour tout dire, c'est le Bénin et le peuple béninois qui a gagné. Vous félicitez tout le monde, mais vous n'avez pas félicité la Sénat. C'est pas passé. Ça fait partie du Bénin. Ça fait partie des personnes qui ont travaillé d'une manière ou d'une autre. Mais on arrivera maintenant spécifiquement sur la Sénat si c'était nécessaire. Je voudrais dire encore une autre chose. Beaucoup de gens ont continué à crier partout. C'est la première fois qu'on organise un scrutin couplé au Dahomey et au Bénin pour le 11 janvier 2026. Ce n'est pas vrai. Et quand ils le disent, c'est pour pouvoir peut-être camoufler un peu les ratés qu'il y a eu justement au niveau de la Sénat dans l'organisation de ces deux scrutins. Je rappelle au passage que le 11 décembre 1960, le Dahomey, devenu Bénin, a organisé deux scrutins le 11 décembre 1960. La présidentielle et les législatives. J'ai encore avec moi le décret ayant convoqué le corps électoral pour les élections couplées du 11 décembre 1960. À ce moment, le chef de l'État qu'on a élu, c'est M. Hubert Maga. Puis, au Parlement, c'est une jonction entre deux partis. Le parti de M. Hubert Maga et le parti de M. Sourouniga Akriti, qui ont eu 67% des scrutins pour aller à l'Assemblée. L'autre parti de l'opposition, qui est le parti de M. Justin Aromanebe-Tometi, UDD, a eu 33% et est resté donc en rade. Avec un corps électoral beaucoup plus modeste qu'aujourd'hui. En ce moment, la population du Dahomey, devenu Bénin, était de 2 430 000 habitants. Aujourd'hui, avec les estimations que nous avons pour ce qui concerne la population en janvier 2026, nous sommes à 14 830 000 habitants. Donc, vous voyez bien la différence. Et pourtant, ça s'est bien passé. Mieux, le Bénin n'est pas le seul à avoir fait des élections couplées. Je peux en citer beaucoup. N'oubliez pas que j'ai été le président du Conseil de l'Union africaine contre la corruption. Tout récemment, le 28 décembre 2025, en République centrafricaine, il y a eu 4 scrutins le même jour, le 28 décembre 2025. La présidentielle, les législatives, les municipales et les régionales. Donc il y a eu 4 urnes ce même jour et les électeurs sont venus voter. Donc ce n'est pas... Pendant qu'on y était, l'Ouganda a organisé des élections couplées également après nous et a donné les résultats avant nous. Voilà, c'était pour dire donc que tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, croyaient que c'était une innovation au Bénin et que sur la base de cette innovation-là, on pouvait
absoudre les ratés qu'il y a eu dans l'organisation de ces scrutins-là. Voilà pourquoi j'en ai parlé rapidement. Oui, et pour vous compléter, même au Bénin en 2015, on a organisé des élections couplées. C'est ça. Oui. Alors, je demandais comment vous avez attendu durant tout ce temps. L'attente a été longue. Évidemment, on comprend bien que les ratés qui ont eu lieu ont peut-être permis d'avoir cette attente. 1. Selon le code électoral, tous les postes de vote pour le 11 janvier 2026 devraient ouvrir à 7 heures pour 10 heures d'horloge. Malheureusement, 19% des postes de vote n'ont pas ouvert à temps. Et surtout, les postes de vote qui sont dans le littoral, donc à Cotonou, et un peu dans l'Atlantique. À côté de la Sénat. Voilà. Pourtant, la Sénat est bien à Cotonou. Et on nous a dit, bon, ok, excusez-nous, mais l'excuse ne suffit pas. Le code électoral a prévu que si ça se faisait autrement, il faut sanctionner. Et de ce point de vue, il faudrait réellement sanctionner parce que l'impunité fait le lit de la corruption. Et de ce point de vue, c'est ça là que nous combattons. C'est ce travail que nous faisons. On ne peut pas dire parce que... On va se demander qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que ce sont les bulletins qui n'étaient pas à jour? Si oui, est-ce qu'on les a commandés à temps? Si oui, est-ce qu'on a fait la procédure à temps? Parce que la Sénat est permanente. Elle devrait pouvoir faire, doit anticiper. Si c'est le fournisseur qui a mal fait, il faudrait le sanctionner. Si c'est au niveau de la Sénat qu'on a eu du retard pour le faire, il faut sanctionner ceux qui ont fait ça. Il y a eu des postes de vote qui ont ouvert après 16 heures. 16h16 plus précisément, dans l'Atlantique, plus précisément à Godomé. Et s'il faut compter les 10 heures pour le scrutin, ce poste de vote a fermé à 2h16 du matin, lundi 12 matin à 2h16 du matin. Fermeture, dépouillement, mise en place des rapports de PV, feuilles de dépouillement, transport des 2 urnes depuis leur poste de vote jusqu'à l'arrondissement. Et maintenant, le CA va prendre ça en compte pour pouvoir faire la compilation. Tout ceci a permis de connaître justement les retards que nous avons sentis. Et ça fait partie des éléments qui ont fait que l'attente a été longue dont vous avez parlé tout à l'heure. Donc pour vous, Jean-Baptiste Elias, il faut sanctionner. Nécessairement. Il ne faut plus laisser passer parce que, 1. Le code de 2019 a permis de faire les élections en 2020. Nous avons connu également des ratés en 2020. Le même code de 2019 a permis de faire les élections de 2021. Nous avons connu des ratés en 2021. Le même code de 2019 a permis de faire les élections de 2023. On a constaté également des ratés. Et chaque fois, on présente des excuses. Ça ne suffit pas. Il faut sanctionner la Sénat, mais qui va sanctionner? Mais justement, la justice est faite pour ça. La justice va couvrir l'enquête nécessaire pour faire en sorte qu'il faut comprendre ce qui s'est passé. Nous, on ne veut pas la mort du pécheur. Mais qui active la procédure? La justice elle-même. La justice peut s'auto-saisir. Elle s'est déjà auto-saisie pour plusieurs cas et il faudrait qu'elle le fasse. Si elle le fait, ce sera que bien pour le pays, ça sera que bien pour la nation, ça sera que bien que pour le peuple. Ainsi, le peuple saura que, attention, on ne fait pas 2 poids 2 mesures. Quand il s'agit de A, on applique la loi. Quand il s'agit de B, on applique également la loi. Mais on n'applique pas la loi pour C et qu'on refuse d'appliquer la loi pour D. Alors, ça, c'est pour le retard. Le FODA qui était sur le terrain, même si vous avez précisé que c'était discrètement, vous reviendrez sans doute là-dessus, mais il y a bien d'autres irrégularités qui ont été notées, n'est-ce pas? Premier élément, en dehors du retard que je viens de citer tout à l'heure, au niveau des postes de vote, nous en avons visité 60, de façon discrète. Chacun de nous a pris son bâton de pèlerin pour aller voir ce qui se passe. On a fait les investigations nécessaires, on a posé des questions. 1. Conformément aux dispositions des articles 90, 92 et 93, au niveau de plusieurs des postes de vote, les blocs pour faire les PV de dépouillement et pour faire les feuilles de dépouillement n'ont pas été donnés en quantité suffisante. Or, l'article 62 du Code dispose qu'on doit avoir nécessairement tout le matériel en nombre suffisant avant de démarrer les activités pour le scrutin. Si on ne l'a pas fait, le Code a prévu des sanctions au niveau du Code pénal pour ceux qui n'auraient pas respecté cette consigne-là. Donc, là aussi... Et là, c'est la faute à qui, au CA ou... J'arrive. Quand nous sommes arrivés, que nous avons posé la question à ceux des responsables, au moment surtout de dépouillement. Vous avez fait le dépouillement très bien. Avez-vous prévu ce qu'il faut pour que les délégués des partis politiques présents dans la salle puissent avoir copie?
sur les 60 postes de vote que nous avons eu à faire, il n'y a que 3 qui ont fait des choses à la régulière. Puisqu'ils avaient autant de blocs qu'il faut pour préparer autant de PV qu'il faut et donner copie aux partis politiques qui étaient dans la salle. Tous les autres n'avaient pas. Ils avaient seulement un bloc où il y avait 5 feuillets et ils ont dit nous avons un seul feuillet qui reste pour les 5 partis politiques en présence. Qu'est-ce qu'on fait? Ah, il y a problème. C'est ce qui s'est passé en 2020. C'est ce qui s'est passé en 2021. C'est ce qui s'est passé en 2023. Et c'est pour ça que les recours ne sont pas possibles, en tout cas acceptés à la Cour constitutionnelle. Et justement, en 2023, quand les gens ont fait les recours, parce que l'article 90 dit clairement que pour faire les recours, il faut apporter le procès verbal de dépouillement. Il y a des gens qui ont amené des exploits d'huissier. La Cour constitutionnelle a refusé. Il y en a qui ont fait des photos, des PV. La Cour constitutionnelle a refusé. Il y en a qui ont fait des témoignages vidéo et audio. La Cour constitutionnelle a refusé. Et il y a au moins 6 décisions de justice de la Cour constitutionnelle. Le DCCEL 23003 du 21 janvier 2023. DCCEL 23005 du 26 janvier 2023. DCCEL 23006 du 26 janvier 2023. DCCEL 23-007 du 26 janvier 2023. DCC 23009 du 26 janvier 2023. Et enfin DCCEL 23010 du 26 janvier 2023. Ils ont été tous dégoûtés parce qu'ils n'ont pas donné le procès verbal. Alors, nous sommes encore là maintenant. La plupart de tous ceux qui étaient présents comme délégués dans les postes de vote n'ont pas eu cette PV-là. Et j'imagine comment les partis politiques qui ne seraient pas satisfaits des résultats qui auraient été proclamés, comment ils vont se pourvoir devant la Cour constitutionnelle pour demander réparation. Je ne sais pas. Pour que vous suiviez, Jean-Baptiste Elias, ce n'est pas la première fois que vous revenez sur cet élément de choses, même avant, disons, le vote de la loi, en tout cas le code électoral qui est en vigueur actuellement. Pourtant, quand les députés votaient sur le nouveau code électoral, ils n'ont pas tenu compte de ça. Je voudrais rappeler aux uns et aux autres que nous sommes dans un pays de droit où tout le monde dit il faut respecter la loi. Il faut respecter la loi. Il faut respecter la loi. Mais c'est curieux que nous disons ça, que les autres respectent la loi et que nous-mêmes ne respectons pas la loi. Le 14 mai 2025, à la demande du FONAC, nous avons rencontré les autorités de la Sénat. Tous les directeurs techniques étaient là. Et nous leur avons expliqué très simplement, général des élections. Monsieur le directeur général, avez-vous pris les dispositions pour que les délégués des partis politiques présents dans la salle du poste de vote puissent avoir copie des procès verbaux? Il a répondu oui. Tout le monde a entendu. Il y a des gens qui sont là, qui peuvent témoigner. Malheureusement, sur le terrain, on n'a eu que 3 de ceux que nous avons vérifiés. Mais nous avons eu des informations où la plupart des gens n'ont pas eu. On leur dit, il reste seulement un feuillet. Qu'est-ce qu'on va faire? Il faut photocopier. Non, ça ne marche pas. Il reste seulement un feuillet. Autrement dit, c'est un seul feuillet que la Sénat a envoyé. Voilà. C'est bien ça. Et mieux, quand ça s'est passé comme ça, et que nous voulons aller plus loin, nous nous sommes déplacés pour aller à l'arrondissement, pour voir le coordonnateur d'arrondissement, et lui dire que les responsables au niveau des postes de vote nous ont dit que vous, coordonnateur, vous ne leur avez donné qu'un seul bloc pour faire le procès verbal. Il a répondu oui. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Sénat ne nous a pas envoyé autant de blocs qu'il faut pour les distribuer. Et nous lui avons dit, appelez la Sénat, demandez qu'on vous donne des copies, puisque ceux qui ont fait le travail sont encore là. Ils étaient donc au niveau de l'arrondissement. Ils pouvaient donc refaire copie des procès verbaux pour donner copie aux représentants des partis politiques qui sont également là, puisqu'ils étaient venus pour assister à la compilation. Est-ce que ça a été fait? Est-ce que ça n'a pas été fait? Je suis incapable de vous répondre. Alors, dans ce cas précis, s'il faut sanctionner, puisque c'est ce que vous demandez, qui il faut sanctionner? Il faudrait faire les investigations. 1. Est-ce que oui ou non, la Sénat a vraiment donné ce qu'il faut? Si oui. 2. Est-ce que le coordonnateur d'arrondissement a vraiment donné ce qu'il faut au poste de vote? Si oui. Est-ce que réellement les responsables au niveau du poste de vote avaient reçu les documents et n'ont pas fait? En situant les responsabilités, on saura à quel niveau il y a eu la faille. Et à partir de cet instant-là, le code est clair, il faudrait sanctionner ceux qui sont à l'origine de ça. Est-ce que le code est tout à fait clair? Est-ce que le code a prévu qu'il faut prévoir, n'est-ce pas, le nombre de blocs selon le nombre de partis? C'est bien mis dans le code qu'une fois le dépouillement terminé, article 92, si vous voulez, on va le lire. C'est long, mais on va le lire. Article 92. Une fois le dépouillement terminé, on fait
le bloc, on prend autant de blocs qu'il faut pour faire les PV. C'est écrit dans le... On prend ça pour. Si Mais la oui, Sénat n'a pas envoyé, on prend ça. justement, la Sénat devrait donner, la Sénat doit donner. C'est ça le problème. Et donc, la Sénat doit donner, le coordonnateur d'arrondissement doit remettre à la disposition de chaque poste de vote ces blocs pour être remplis. Une fois qu'on a rempli, on donne copie. Une première copie à la Cour constitutionnelle, une copie à la Sénat, une copie au président du poste de vote, une copie à afficher, et puis il reste une copie. Maintenant, le second bloc, puisqu'on a la chance que cette fois-ci, il n'y a eu que 5 parties. Le second bloc ne comportant que 5 feuillets, on remplit le second, on distribue un feuillet pour le parti A, un feuillet pour le parti B, un feuillet pour le parti C, un feuillet pour le parti D et un feuillet pour le parti E, c'est terminé. C'est ce qui s'est passé dans 3 que nous avons vus. Donc ceux-là ont fait le travail normalement. D'autres ne l'ont pas fait. Et je me demande comment ceux qui éventuellement ne seraient pas satisfaits des résultats provisoires qui ont été donnés, comment ils vont faire devant la Cour constitutionnelle si la Cour constitutionnelle comprendra que la Sénat n'a pas donné, alors que depuis longtemps, nous faisons tout le temps des investigations, nous faisons tout le temps des sensibilisations pour dire comment il faudrait faire. Et je vous dis, le 14 mai 2025, nous avons rencontré les techniciens, les directeurs au niveau de la Sénat pour leur dire voilà comment vous pouvez faire pour avancer. Et ça, c'était, on va dire, l'une des dernières rencontres, parce qu'on sait qu'à l'issue de chaque élection, vous, organisations de la société civile, vous rencontrez à chaque fois les membres de la Sénat et d'autres acteurs des élections pour leur faire part de vos observations. Et pour leur faire des recommandations. On a l'impression qu'ils ne font jamais cas de vos recommandations. Voilà les derniers éléments que nous avons eu à faire concernant le vote de 2023. Voilà copie de ce que nous avons fait comme observation et comme recommandation. Quelles recommandations ont été mises en œuvre, vous avez pensé dans... Nous avons dit, premièrement, pour ne pas lire tout le rapport qui est ici, 1. Il faut former les membres des postes de vote à temps et en nombre suffisant pour qu'en cas de défaillance, on ne puisse pas avoir des problèmes de remplacement. Ça a été fait, vous avez pensé? On a fait la formation des gens même le 9 ou le 10 janvier. D'autres ont été formés à la veille du scrutin. À la veille du scrutin, c'est pas possible. Parce que ceux qui sont formés à ce moment-là, n'ont peut-être pas eu le temps de bien piger, n'est-ce pas, ce qu'on leur a donné comme formation. La preuve, c'est que le jour du vote, nous avons vu des postes de vote où les gens ont travaillé avec le retard, bien entendu, et ils ont dit on n'a pas mangé depuis le matin. Alors que dans la formation, on devrait leur dire 1. Vous devez prévoir votre repas si vous avez faim. 2. Vous devez prévoir de quoi boire si vous avez soif. S'ils avaient vraiment maîtrisé ce qu'on leur a donné comme formation, ils ne l'ont pas dit je n'ai pas mangé depuis le matin, puisque c'était prévu. Ensuite, nous avons dit une fois que vous aurez formé les gens comme ça, il faudrait prendre les dispositions nécessaires pour avoir autant de blocs de procès verbal pour le dépouillement, autant de blocs de procès verbal pour la compilation, autant de blocs pour les feuilles de dépouillement afin qu'on en mette suffisamment à la disposition des CA et des contrôleurs de zone afin que le travail puisse se faire. Voilà que sur le terrain, on nous a dit, on n'a pas reçu. Est-ce que c'est eux qui mentent? Est-ce que c'est la Sénat qui n'a pas vraiment remis? Qu'est-ce qui s'est passé? Il faudrait faire justement les investigations nécessaires pour situer les responsabilités, pour savoir ce qui s'est passé. Parce que ça se répète tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il faut bien en finir un jour. Alors ça, c'est pour l'organisation, côté organisation. Jean-Baptiste Elias, est-ce que vous pensez que ces 2 scrutins ont été vraiment libres et transparents? Pour ce que nous avons vu, et vous savez bien que nous, on parle avec des preuves, ce n'est pas ce que nous avons entendu seulement qu'on va prendre en compte. S'il faut prendre en compte ce que nous avons entendu, c'est différent. Nous, on ne fera pas ça. Et vous n'êtes pas partout, vous ne pouvez pas être partout. Non, même là où nous ne sommes pas, s'il y a des gens qui nous donnent des informations et qui ne nous apportent pas la preuve, nous, on se réserve d'en parler. Parce qu'il peut y avoir des choses, des informations tronquées, ce que vous appelez dans votre jargon les face news, c'est ça, non? Face news, vous appelez ça, non? Très bien. Donc, nous, on ne peut pas se servir de ça pour agir. Il y a eu des rumeurs, il y a eu des déclarations. Nous avons entendu M. Bertin Corvi qui a parlé. Bon, lui dit qu'il a les preuves. Nous, on n'a pas les preuves. Sur la base de ça, nous ne pouvons pas parler de quelque chose. Mais ce que nous avons constaté, c'est que quand ils ont fini de faire le dépouillement, pour certains des postes de vote, que nous avons suivis depuis le poste de vote jusqu'à l'arrondissement, quand vous voyez tout ce qui s'est passé au niveau de l'arrondissement, les urnes ont été déposées dans les escaliers, les urnes ont été déposées partout. Il y a des va et des viens. Est-ce que des gens même se sont retrouvés dans les urnes qu'ils avaient déposées? Je ne sais pas. Bref, il y avait un méli-mélo terrible. Ça, c'était à Cotonou, par exemple. À Cotonou. Je donne l'exemple de Cotonou. Je ne sais pas comment ça s'est passé ailleurs. Bon, ailleurs, les gens ont fait le même constat peut-être, mais ici à Cotonou, voilà ce que nous avons vu. Maintenant, les résultats qui ont été donnés le samedi 17 janvier 2026 par la Sénat, qualifiés de résultats provisoires, ont donné des chiffres globaux.
Parti A, tel nombre de voix. Parti B, tel nombre de voix. Parti C, tel nombre de voix. Parti D, tel nombre de voix. Parti E, tel nombre de voix. Nous avons entendu comme tout le monde. Mais nous, au FONAC, nous disons, nous voulons voir le détail des chiffres qui ont été donnés. À savoir, donnez-nous les résultats poste de vote par poste de vote. Et si quelqu'un est au poste de vote numéro X et qu'il voit que le résultat qu'il a vu cette nuit du 11 janvier 2026 paraît dans le global, ça va rassurer tout le monde. Mais le code n'a pas prévu que les résultats soient donnés. Le code n'a pas interdit d'une part, d'autre part le code l'a prévu puisque le code a dit, une fois qu'on a fini de faire les dépouillements au niveau de chaque poste de vote, il faut ouvrir l'urne, il faut compter devant le public, il faut mettre les résultats au tableau, il faut faire le PV et il faut afficher le résultat du poste de vote devant le poste de vote. Ça devient public. Si c'est comme ça, et qu'avec mes 2 yeux à moi, j'ai vu le résultat du poste numéro X, il faudrait que les 14 millions de Béninois puissent voir les résultats des 17 350 postes de vote. C'est un minimum. Et mieux, l'article 1er du code électoral dit transparence, dit fiabilité. À partir de cet instant-là, on ne peut même plus dire autre chose. Si vous voulez la transparence, montrez les résultats à tout le monde. Mais ailleurs, oui, dans le code électoral, par exemple au Nigeria, ce que vous dites, c'est le principe. C'est bureau de vote par bureau de vote. Oui. Cela se dit et c'est adopté par toutes les structures engagées dans les élections. Même les médias, comme au Sénégal, peuvent aller chercher les résultats. Non seulement au Sénégal, ils vont chercher les résultats, mais on leur a autorisé de donner immédiatement les résultats sortis des urnes sur toutes les plateformes et sur tous les médias. Seul au niveau de la CEDEAO, le Sénégal a autorisé comme ça. Les autres pays ont dit non, attendez d'abord que la structure chargée de faire les élections puisse donner les éléments avant que vous ne puissiez le faire. Et particulièrement au Bénin, c'est tellement adopté ainsi, il faut tout laisser à la Sénat. Si bien que vous aurez observé que même les partis politiques, aucun parti politique, même de l'opposition, n'a osé donner de résultats. Bien sûr, parce qu'ils respectent la loi. La loi dit qu'il ne faut pas les publier avant que la structure chargée de faire le travail ne puisse le faire. Nous demandons à tout le monde de respecter la loi. Les gens ont respecté la loi de ce côté-là, mais ceux qui sont chargés de faire les élections doivent aussi respecter la loi en respectant ce que le code a prévu, qu'ils n'ont pas fait et pour lesquels ils présentent des excuses. Les excuses ne suffisent pas. Voilà ce que je peux dire humblement. Maintenant, on parlait des résultats affichés. On ne peut prétester de ce que les résultats soient affichés pour donner les résultats publiquement avant la Sénat. Non. Le fait de publier les résultats, d'afficher les résultats poste de vote par poste de vote ne suffit pas. D'ailleurs, pour la petite histoire, le code dit il faut tout faire pour remplir le procès verbal de dépouillement de façon lisible, afin que le dernier feuillet puisse être lisible. Mais quand nous avons vu au niveau des postes de vote où les résultats ont été affichés, j'ai flashé ces PV, c'est illisible. J'en ai ici dans ce studio, c'est illisible. Alors que là, le code dit il faudrait le faire de façon lisible. C'est illisible. À plus forte raison, on ne l'a même pas donné pour qu'on puisse dire ah, on m'a donné, je vais essayer de dénicher ce qu'on a écrit dessus pour pouvoir faire mes recours au niveau de la Cour constitutionnelle. Alors, faut-il croire que vous ne croyez pas à ces résultats-là, tels que proclamés par la Sénat, puisque les titres sont donnés de manière globale? Nous ne voulons pas épiloguer sur les résultats qui sont donnés. Nous, à notre niveau, nous demandons humblement, nous demandons qu'il faudrait nous donner les résultats détaillés, poste de vote par poste de vote. Que la Sénat vous donne les oui, qu'il donne, même qu'il elle va le faire quand? Mais normalement, il faut le faire dès maintenant. On n'a pas besoin d'attendre. Elle va faire une autre séance. Non, il faudrait le mettre sur... D'abord, s'ils ont donné les résultats globaux, c'est qu'ils ont fait la saisie des résultats poste de vote par poste de vote dans leur ordinateur. D'ailleurs, ils nous ont dit, et c'est mis dans le rapport ici, qu'ils ont plusieurs logiciels pour croiser les résultats. Les logiciels pour prendre les résultats poste de vote par poste de vote. Nous sommes à l'ère du numérique. Qu'ils mettent ça sur leur site et que le commun des mortels puisse aller sur le site pour regarder. C'est aussi simple que ça. On n'a pas besoin de faire les papiers pour les lire. Non. Qu'ils mettent ce qu'ils ont mis dans leur ordinateur, qu'ils le mettent sur le site de la Sénat ou sur le site d'une autre institution étatique pour que chacun puisse aller sur le site pour regarder. Quand on aura regardé tout et qu'on aura vu que on a fait poste de vote numéro 1, numéro 2, numéro 3, 17 350, et que c'est la somme qui donne tel résultat, ça mettra tout le monde à l'aise. Mais vous savez que ça ne suffit pas dans un contexte de 20%, de 10% à avoir à ces constitutions électorales. Raison de plus. Cette année,
il y a l'article 146 qui parle de 20%. Quand vous partez seul pour les législatives, il vous faut 20% dans chacune des 24 circonscriptions électorales pour être éligible au partage des postes de députés. Et sur la base de ça, la Sénat même a tout à fait l'obligation de donner les résultats poste de vote par poste de vote pour sécuriser tout le monde, pour mettre tout le monde à l'aise. Aujourd'hui, ce qu'ils ont donné ne permet pas de dire pourquoi il y a 3 partis qui n'ont pas eu les 20%. Est-ce qu'ils n'ont vraiment pas eu les 20%? Est-ce qu'ils ont eu? Est-ce qu'ils n'ont pas eu? Personne ne peut le savoir. Alors qu'en donnant les résultats poste de vote par poste de vote, chacun prend son crayon, chacun prend son stylo, il fait la somme des 17 350 postes de vote, il trouve le résultat et c'est terminé. Si on ne le fait pas ça, il y aura des soupçons. Et quand il y a soupçon, ce n'est pas bon. On va commencer par se dire, mais est-ce que c'est vrai ce qu'ils ont fait? Est-ce que ce n'est pas vrai? Nous, on n'est pas dans cette logique-là. Nous demandons humblement qu'on nous publie les résultats poste de vote par poste de vote. Mieux, la CEDEAO, dont le Bénin est membre, a demandé en décembre 2022 à Grand-Bassam, en Côte d'Ivoire, que pour la transparence des résultats des scrutins, il faut publier les résultats bureau de vote par bureau de vote. Là-bas, ils appellent bureau de vote par bureau de vote. C'est nous qui parlons de poste de vote ici. Ce jour-là, décembre 2022, j'étais dans la salle. Mais ça n'a pas été adopté dans notre loi électorale. Pourquoi ça doit être adopté? Mais la CEDEAO est supra, non? Nous avons dit dans notre constitution que les lois et les dispositions qui sont internationales priment sur les lois internes. Il n'y a pas de problème. Et vous avez vu chaque fois, on se réunit, on dit, la CEDEAO dit ceci, la CEDEAO a donné telle directive, et on les met en application. Tenez, vous savez bien que la CEDEAO donne des directives que nous avons mis en application ici au Bénin, c'est pas nouveau. L'UEMOA a donné des directives que nous avons mis en application au Bénin, tout comme on a mis dans les 8 autres pays. À titre d'exemple, CENTIF, que nous avons ici au Bénin, on en a dans les 8 pays de l'UEMOA. C'est l'UEMOA qui a donné les directives pour le faire. On n'a pas dit, forcément, il faut que ce soit le Bénin. C'est bien ça. Jean-Baptiste, vous faites bien de donner l'exemple de CENTIF. On est bien loin de la politique. Vous savez que les normes de la CEDEAO sont très difficilement appliquées en politique au Bénin, vous le savez. Mais justement, il faut faire un effort pour les appliquer. On ne peut pas continuer de dire c'est difficilement applicable au Bénin, continuer toujours par le faire, alors que nous réclamons un pays de droit et nous réclamons de faire en sorte que les choses se passent correctement. Si c'est comme ça qu'on fait toujours, à mon humble avis, c'est pas bien. Est-ce que vous pensez, Jean-Baptiste Elias, vous pensez que le législateur béninois a vraiment conscience et suffisamment soucieux de la transparence des élections à travers le code électoral adopté? Moi, je leur donne un blanc-seing en espérant que le législateur a bien envie que les choses se passent correctement. Non, on n'est plus à cette étape. Mais oui, je vous réponds. On est derrière la pratique. Mais oui, je vous réponds. Vous avez cité d'autres élections. Maintenant, selon ce qu'ils ont mis dans la loi, ceux qui sont chargés de les appliquer doivent pouvoir les appliquer. La loi dit qu'il faut faire et qu'il faut donner. On ne peut plus aller demander au législateur pourquoi vous avez dit de donner. Ceux qui doivent l'appliquer doivent donner. Et ils n'ont pas donné, c'est ça le problème. Je ne peux rien dire pour l'instant. Mais la loi n'est jamais appliquée. Vous avez dit qu'il faut sanctionner, mais on ne sanctionne jamais personne. Mais justement, il faudrait continuer par sensibiliser. Il faudrait continuer par parler de ça pour que les gens prennent conscience. Sensibiliser, alors que tout le monde sait au Bénin que la Sénat n'est pas loin de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale n'est pas loin de la présidence de la République, que c'est la même famille ou presque. Mais oui, justement, si c'est comme ça, les populations vont se désintéresser de la chose publique. Les populations, le cas actuellement. Oui, mais il faudrait justement les amener à s'intéresser davantage à la chose publique. Et pour le faire, il faudrait des hommes et des femmes qui puissent rappeler aux uns et aux autres qu'il faudrait appliquer les tests, qu'il faut appliquer les lois. Il ne faut pas seulement dire aux autres d'appliquer les lois et que soi-même on ne l'applique pas, c'est tout. Vous n'êtes pas fatigué, Jean-Baptiste? Non, vous n'êtes pas fatigué de parler pour rien? Non, je ne suis pas fatigué parce que je sais qu'en matière de sensibilisation, ça s'inscrit dans la durée. Ils finiront par prendre conscience qu'il faut aller dans ce sens, puisque ce que nous disons est fondé sur la loi. Pourtant, ce ne sont pas des enfants, ils ne sont pas aussi. Malheureusement, ça viendra. Et nous espérons que ça va venir un jour pour que ça soit fait et que tout le monde puisse être à l'aise, qu'on ne dise plus qu'on fait 2 poids 2 mesures. C'est ça le problème. Parce que quand le peuple va se rendre compte définitivement qu'on fait 2 poids 2 mesures, on dit A pour les uns et pour les autres on dit B, on fait A pour les uns et pour les autres on dit 0, c'est pas bien. Tenez, en 2021, il y a eu des bourrages d'urnes au vu et au su de tout le monde, devant micro et caméra. Quelqu'un s'est même levé pour dire que lui seul a voté 2 carnets. À l'époque, le carnet comportait 50. Que les gens ne sont pas sortis et qu'il a dû se donner la peine de voter 2 carnets. Très bien. D'autres personnes, au niveau des postes de vote,
qui ont vu que l'heure avançait et qu'il n'y avait pas beaucoup d'électeurs, ont commencé par mettre des cachets pour voter 2021. Au vu aussi de tout le monde, ça a circulé partout, tout le monde a vu. Un ministre à l'époque a dit, ah, on va les sanctionner. De 2021 à ce jour 2026, nous attendons toujours, nous espérons que la justice qui a son programme, qui prend son temps, qui a sa procédure, finira par poursuivre cela un jour. Sinon, d'autres cas se sont produits et on les a sanctionnés. Exemple, ceux qui ont falsifié des... Comment on appelle ça? Des procurations. Très bien. On a sanctionné des gens qui ont fait des procurations en lieu et place de quelqu'un d'autre. Mais ça, c'est dans l'opposition. On a sanctionné des gens dans l'opposition. Oui, mais justement, il faut justement qu'en sanctionnant dans un camp, on puisse sanctionner dans l'autre camp aussi. Parce que si on ne fait pas ça, on va dire que c'est deux poids, deux mesures. Donc, si la faute est commise par un camp et qu'on sanctionne, si l'autre camp fait la même faute ou la faute similaire ou même la faute plus grave, il faut sanctionner également. C'est ça ce que nous disons. Alors, des résultats provisoires proclamés par la Sénat le samedi 17 janvier dernier, nous aurons deux partis politiques à l'Assemblée nationale. Nous aurons encore un Parlement uniquement rempli des députés de la mouvance des députés du pouvoir. Moi, j'attends. D'abord, la Sénat elle-même a dit que c'est des résultats provisoires. Attendez quoi, le miracle? Non, j'attends que la Cour constitutionnelle, qui a la décision finale, puisse dire c'est vraiment comme ça. À partir de cet instant, on saura ce qu'il faut dire. Pour l'instant, il y a trois partis que vous n'avez pas cités, qui peut-être vont faire des recours. Il se pourrait que, en faisant leur recours, avec la fatigue, les responsables de la Sénat peut-être ont oublié de mettre des chiffres autres que ce qu'on leur a mis. Si c'était le cas, écoutez-moi, si c'était le cas, la Cour constitutionnelle va redresser des choses pour les mettre à l'endroit afin de donner raison à ces partis-là. Une fois que ces partis auront les raisons qu'il faut, la Cour constitutionnelle va les rétablir et on pourra retrouver peut-être 3 ou 4 qui iront à l'Assemblée. Jean-Baptiste Elias, oui. Vous ne sauriez pas, c'est tout. Sinon, mais comment, qu'est-ce que vous dites? Un parti qui a 1%, un parti qui a réuni 4%. Si par hasard, quelle erreur il a dû avoir pour qu'il puisse... si par hasard, le 1% dont vous parlez, on avait oublié de mettre 2 devant et que les 2 ont été omis, par hasard, qu'est-ce que vous allez dire? Vous manquez de sourire encore. Mais non, je ne peux pas opiner sur des choses provisoires. Nous avons une institution nationale chargée de prendre la décision finale qui s'imposera à tout le monde. J'attends d'abord que les recours éventuels soient faits et que la décision finale soit prise pour que nous puissions opiner pour dire voici la décision finale, voici le nombre de partis qui va là-bas. Toutefois, nous avons tous parlé depuis longtemps du phénomène, n'est-ce pas, de la pensée unique. Vous avez dit tout à l'heure qu'il y a 2 partis qui sont de tel rang qui se retrouveraient dans l'Assemblée nationale. Très bien. Si nous devons faire la pensée unique, ce n'est pas bien. 1. J'ai parlé tout à l'heure du scrutin couplé du 11 décembre 1960. Quand on l'a fait, le président Maga a été élu chef de l'État. Puis, 2 partis, et le parti du président Maga et le parti du président Sourmiga Apeti, se sont mis ensemble pour faire le PDU, le Parti Dahomey de l'Unité. Ils ont été donc aux élections législatives en 1960 et ont gagné, ils ont eu 67%. Le parti de l'opposition de l'époque, UDD, de Justin Aoumane Betometi, a eu 33% et a été mis de côté. Ils ont pris, le PDU a pris les 60 postes de députés pour travailler. Ça a travaillé de 1961, 1961, jusqu'au 28 octobre 1972. Non, 1963. 28 octobre 1963. Disons 2 ans possible. Voilà. Après ça, nous avons eu, au niveau de la révolution en 1972, la pensée unique aussi. 72 jusqu'à février 1990. On a vu ce que ça a apporté comme pensée unique dans le pays. Puis, nous avons eu pensée unique au niveau de l'Assemblée nationale 2019 jusqu'à 2023. 2 partis dont vous parlez étaient à l'Assemblée pensée unique. On a vu également ce qui s'est passé. Si c'est ça qu'il faut pour le Bénin, si c'est ça que les Béninois ont choisi de faire, qui suis-je? Écoutez-moi, qui suis-je, un pauvre individu pour dire le contraire? Le peuple a décidé, eh bien nous allons suivre et le peuple va suivre ce qui est fait, on fera l'expérimentation. Donc vous pensez que c'est le peuple qui veut uniquement de le renouveau et le... Je ne peux pas le dire, voilà pourquoi je dis que j'attends les résultats
poste de vote par poste de vote Mais pour pourtant, savoir. vous savez, Jean-Baptiste Elias, que ce que vous demandez, vous l'aurez jamais. Si je ne l'ai Et pas, vous je ne savez peux pas me que prononcer. les résultats de la Cour constitutionnelle, les résultats définitifs, seront probablement ceux-là prononcés par la Sénat. Ah, vous êtes dans le secret des dieux alors. Ça a toujours été comme ça. En 2023, n'était-il pas cela? mais- En 2023, ce n'était pas ça. En 2019, ce n'était pas ça. Mais- Est-ce que ça a changé? Nous saurons si ceux qui sont là actuellement au niveau de la Cour constitutionnelle vont faire la même chose que les autres, je ne sais pas. Je ne peux pas préjuger de leur réponse. Et je dis une fois encore ce que nous humblement nous demandons. Pour qu'il y ait la transparence, pour que tout le monde soit à l'aise, pour rassurer les uns et les autres que ce qui s'est passé est vraiment venu des urnes. À partir de cet instant, tout le monde se range. Maintenant, si ce n'est pas le cas et que ça fait des doutes dans l'esprit des uns et des autres, ne me mettez pas dans cette logique-là pour pouvoir commenter des résultats dont nous n'avons pas les détails. On va faire un bloc. Ce dont vous avez les détails, Oui. c'est le comportement des Béninois. Vous avez suivi cette procédure, ce processus électoral depuis son début. Oui. Vous avez suivi, disons, l'engouement chez les Béninois avec l'espoir d'illusion que eh bien, l'opposition, les démocrates allaient participer à la compétition. Vous avez suivi ce regain ou vous n'avez pas noté un regain? J'ai suivi également les autres partis qui ont fait des meetings géants où on a vu des gens se prononcer, on a vu des gens se manifester. Et je me dis peut-être que ceux-là aussi auront quand même assez de voix. Mais si ce n'est pas le cas, qu'est-ce que je peux dire aujourd'hui? Est-ce que après avoir observé tout ça, vous pensez que les Béninois ne veulent pas, nous du moins veulent juste une assemblée, je n'ose pas dire monocolore, une assemblée uniquement au couleur de la rupture? Je n'ai pas été dans la tête de tous les 14 millions de Béninois pour savoir ce qui se passe. Mieux, je n'ai pas été dans la tête de tous les 7 millions et quelques électeurs attendus pour savoir ce qui se passe. Je n'ai pas été non plus dans la tête des 2 700 000 et quelques électeurs réels qui se sont manifestés le 11 janvier 2026 pour savoir ce qu'ils ont décidé. Et c'est pour ça que je demande, que nous demandons gentiment, humblement, que nous donne les détails pour que nous puissions voir ce qui s'est passé. C'est tout ce que nous Vous ne demandons. pouvez pas aller dans la tête des Béninois, ça c'est sûr, Oui. Jean-Baptiste Elias, mais au moins, au nom des principes démocratiques pour lesquels vous battez, est-ce que les choses peuvent se passer de cette manière? J'ai dit tout à l'heure que la pensée unique n'est pas une bonne chose. Mais si c'est ça que le peuple a décidé de faire réellement, qui suis-je moi pour aller contre la volonté du peuple? Si c'est ce que le peuple a décidé. Mais attendez, Jean-Baptiste Elias, est-ce que vous n'êtes pas une partie du problème lorsque on sait que vous n'êtes pas sincère en disant le Je peuple- suis sincère. Non, vous n'êtes pas sincère. Je suis sincère. Vous êtes sûr, le peuple béninois, vous êtes né avant moi, vous avez parlé de 1960, moi je ne peux pas en parler. Vous êtes sûr que les Béninois là, c'est ce qu'ils veulent? Aidez-moi à dire ce que je dis pour qu'on puisse avoir le résultat poste de vote par poste de vote. Mais ce que vous dites depuis des années, vous avez eu une fois les résultats de vote. Mais justement, la répétition est pédagogique. Et une fois qu'on le répète tout le temps, on finira par nous entendre, on finira par nous comprendre, et on finira par voir le pied fondé de ce que nous demandons. Et quand vous n'aurez jamais ce que vous voulez. Ben, nous allons nous replier dans notre coin pour attendre. Et nous ne pouvons pas opiner sur des chiffres globaux. Nous refusons d'opiner sur des chiffres globaux. Et lorsque la Cour constitutionnelle va confirmer ces chiffres, qu'est-ce que Jean-Baptiste Elias fera? Nous allons respecter la décision de la Cour constitutionnelle. Vous allez pouvoir commenter Je ne commenterai pas non plus. Je dirai seulement que je respecte, puisque je n'ai pas eu les détails. Mais je respecte, je suis légaliste. C'est tout ce que je dirais. Mais si les chiffres sont globaux en l'état, pour vous c'est un problème. Absolument, c'est un problème. Pour moi, je dis encore une fois, il faut me donner les détails. Comment vous avez fait 1 plus 1, 1 plus 1, 2 plus 3, 4 plus 5 pour trouver ces chiffres que vous avez donnés de façon globale? Ce que vous dites, vous qui avez l'habitude des élections dans presque tous les pays africains, où est-ce que ça se fait? Ça se fait ailleurs, justement. Voilà le problème. Ça se fait ailleurs. Et je vous ai dit tout à l'heure, en 2022, il y avait les 15 pays dans la CEDEAO. C'est après que les pays, 3 sont sortis. Donc, en décembre 2022, à Grand Bassam, la CEDEAO a dit et a répété que pour la transparence des élections, il faut proclamer les résultats poste de vote par poste de vote. Vous venez de dire vous-même qu'on le fait ailleurs. On le fait au Nigeria. On le fait au Sénégal. Et mieux, on demande même aux journalistes, donc aux hommes des médias, en prenant les résultats poste de vote par poste de vote, ce qu'ils appellent là-bas bureau de vote par bureau de vote, ils peuvent le diffuser en même temps. Vous l'avez dit tout à l'heure. Au Sénégal. Alors, donc ça se fait ailleurs. Pourquoi pas au Bénin? Et c'est pas Est-ce que interdit. vous êtes demandé si vous pensez que le souci du législateur béninois, c'est vraiment la transparence, comme c'est dans ces pays-là au Nigeria, au Sénégal? Mais c'est écrit dans le code électoral, article 1er, la transparence, c'est écrit. C'est pas moi qui l'ai écrit. Vous savez, oui, les principes, on peut écrire, c'est pas compliqué, la transparence, la fiabilité, un scrutin libre, on peut écrire tout ça. Alors, C'est mais bien. s'ils l'ont écrit, il faut qu'on le respecte. Et il faut qu'on l'applique. Donc, nous ne, Mais quand ce faisons, n'est pas fait, vos observateurs, nous ne faisons que demander son vous application. pouvez le dire, non? Oui, on le dit toujours.
qu'il faudrait qu'on puisse appliquer ce qui est écrit et que nous puissions avoir la tranquillité de dire que la somme de ce qu'on a fait pour nous donner des chiffres globaux, voici les détails. Et c'est ce que nous voulons. Alors, Jean-Baptiste Elias, globalement, est-ce que vous pensez que les partis de l'opposition, je veux parler de FCBE et des démocrates, pourront soulever, n'est-ce pas, des irrégularités? Ils ont des raisons de soulever des irrégularités, peut-être d'avoir gain de cause. Je suis incapable de vous dire. Je ne suis dans aucun parti politique à ce jour. Non, on n'a pas besoin d'être dans Je n'y serai dans aucun. Vous avez été observateur, vous étiez sur le terrain. Oui, j'ai vu. Dans les postes de vote où j'ai été, j'ai vu des délégués des partis politiques, mais ces délégués ne sont pas les responsables. Il en avait dans tous les bureaux de vote, dans tous les postes. Il y a, hélas, un parti politique, je ne vais pas le nommer, que je n'ai trouvé dans aucun des 60 postes de vote. FCBE. Je ne veux pas donner le nom. Je ne veux pas donner le nom. Pourquoi? Ça fait quoi? Non, parce qu'il ne faut pas, comment dirais-je, victimiser. Mais vous parlez sur preuve, ce que vous dites, ça n'a aucune preuve. Si vous ne le nommez pas, comment vous voulez qu'on vous croie? Pourquoi vous qui parlez de... Je n'ai pas le document sur la main. Je n'ai pas demandé à chacun de signer moi un papier comme quoi vous n'étiez pas dans la salle. Non. Les procès-verbaux ont dû comporter que... Les procès-verbaux, est-ce que moi j'ai les procès-verbaux sous la main? Ce n'est pas... Vous avez peur à ce point-là? Non, c'est pas que je parle. Dans le Bénin d'aujourd'hui... Pas du tout. Ce n'est pas... Vous savez, chaque fois que je parle, j'ai toujours les preuves. Et vous le savez bien. Toutes les fois qu'on nous a amenés en justice, nous avons toujours sorti les preuves. S'il n'est pas les preuves de quelque chose, je ne le dis pas. Mais il y avait un parti politique que je n'ai pas trouvé présent, représenté dans les 60 postes de vote que nous avons visités. Ailleurs, on a trouvé 3 partis politiques qui étaient présents partout. Le 4e était présent par moment, absent par moment, mais le 5e était absent partout. C'est tout ce que je peux dire. Alors, Jean-Baptiste Elias, on vous a vu plusieurs fois dans la bagarre pour qu'on revoie le code électoral avant de vous voir dévier pour vous accrocher uniquement à l'audit du fichier électoral. Le code tant décrié a fini par être appliqué et c'est une élection. Vous n'avez pas signalé tantôt de violence ni de faute majeure ou de rien du tout ça. Donc finalement, on avait peur, vous aviez peur pour rien. Mais non, c'est pas ça. On a travaillé pour que les choses se passent dans le calme. Nous avons fait beaucoup de sensibilisation pour appeler les Béninois au calme, pour demander à ce que nous soyons dans la paix, pour demander à ce que le vivre ensemble ne soit pas perturbé. Nous avons fait beaucoup de sensibilisation en français et en langue nationale. Mieux. C'est ça qui a payé. Je crois que ça a contribué à ça. Mieux. Les groupes de religion et autres ont sillonné tout le pays pour aller parler aux populations. Nous n'avons qu'un seul pays, c'est le Bénin. Ne faisons pas n'importe quoi pour avoir des problèmes. On sait quand ça commence, on ne sait jamais quand et comment ça va finir. Donc, ces sensibilisations ont porté leurs fruits. Et les partis politiques, dans les meetings qu'ils ont eu à faire, ont également travaillé dans ce sens, pour que la paix soit au rendez-vous, pour qu'il n'y ait pas de trouble, pour que nous puissions aller aux élections dans le calme. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Mais, tout le monde sait bien qu'il y a toujours des germes au niveau du code électoral, et surtout du code électoral révisé en 2024. Tout le monde sait qu'il y a des germes là-dessus. Bon, mais puisque nous sommes légalistes, la loi est la loi, elle est dure, mais c'est la loi. Au moment où nous faisons les élections le 11 janvier 2026, c'était cette loi-là qui était en vigueur. Et nous l'appliquons, et nous demandons à tout le monde de l'appliquer. Qu'elle soit dure ou pas, on l'applique, et puis c'est tout. Je vous revois au début avec le clergé catholique, au côté du clergé catholique. Ce sont les élections que vous appelez de vos codes, c'est ça que vous avez observé le 11 janvier dernier. Mais nous avons observé ce que le code a prévu de faire. Les Béninois, dans leur majorité, avaient souhaité que l'on revoie le code pour permettre à ce que le vivre ensemble soit au rendez-vous. Mais les décideurs n'ont pas été dans ce sens. Nous respectons. Les résultats des convenants, on attend toujours. Qu'est-ce que ça vous explique? Voilà justement une raison. Si on avait accepté de toucher le code, on aurait inscrit dans le code le délai qu'il faut pour, premièrement, proclamer les résultats provisoires des législatives et, deuxièmement, le délai qu'il faut pour proclamer les résultats des municipales. Ce qu'on n'a pas fait. Les délais qui ont été fixés n'ont pas été respectés. C'est justement. Et voilà pourquoi, humblement, nous demandons à ce que les décideurs puissent écouter le peuple, puissent écouter des voix autres que leurs voix. C'est eux qui décident. Mais écoutez les autres d'abord, vous faire des suggestions, vous faire des propositions, vous faire des recommandations. Et sur la base de ces recommandations, vous allez prendre ce qu'il faut pour aller dans le sens. Je viens de dire tout à l'heure que la République centrafricaine a fait 4 élections le 28 décembre.
Dans leur code électoral, ils ont prévu à quel moment il faut proclamer les résultats de la présidentielle, à quel moment il faut proclamer les résultats des législatives, à quel moment il faut proclamer les résultats des municipales, et à quel moment il faut proclamer... Est-ce que peut-être le Sénat n'est pas plus compétent que la nôtre? Je ne saurais le dire. Eux, là-bas, ils n'appellent pas Sénat, ils appellent ça... On peut croire ça, non? Ils appellent ça Autorité nationale des élections. Mais on peut croire que l'AN est plus... L'AN, on appelle l'AN. Dans d'autres pays, c'est ANGE, Agence nationale de gestion des élections. Dans d'autres pays, c'est CENI, etc., etc. Tout le monde a essayé de faire ce qu'il peut faire. Donc, là-bas, c'est ça. Et donc, la loi a prévu, tout en faisant les élections le même jour, dans le même bureau de vote, parce que c'est là-bas, ils appellent bureau de vote. La présidentielle, le résultat sera donné à tel moment. Les législatives, le résultat sera donné à tel moment. Les municipales, le résultat sera donné à tel moment. Les régionales seront données, etc. Mais ici, non, on n'a pas dit ça. Si bien que tout le monde attend maintenant pour savoir quand est-ce qu'on aura les résultats. Surtout que notre Sénat a pour mission de proclamer les résultats définitifs des élections municipales et communales. Et c'est seulement les recours qui iront au niveau de la Cour suprême. Donc, voilà. Alors, il ne faut pas que la Sénat se trompe éventuellement. Il faut qu'elle prenne le temps qu'il faut pour vraiment faire les choses afin de pouvoir donner les résultats qui ne puissent pas faire l'objet, n'est-ce pas, de soupçons. Nous, ici, on arrive au thème de notre émission. Je dirais, premièrement, que nous appelons tous les Béninois au calme. Nous demandons à tous les partis politiques de cultiver la paix. Nous demandons à tous les responsables politiques qui ne sont pas satisfaits de ce que la Sénat a donné, de saisir les autorités compétentes. Hélas, quand les responsables politiques vont saisir la Cour constitutionnelle, puisque c'est de ça qu'il s'agit, ils n'ont qu'à dire à la Cour, nous étions présents dans les postes de vote, on a refusé de nous donner les procès-verbaux. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous ne pouvons pas égorger les responsables des bureaux de vote, des postes de vote. Voyez comment il faudrait le faire. Voilà ce que je vais dire humblement pour finir en demandant aux gens, ne compromettons pas notre vivre ensemble. Une élection est passée. Faisons l'expérience, ce qui sortira, si c'est réellement ce que le peuple a décidé, pourquoi pas? Expérimentons ce qui est décidé et à l'échéance, on verra la suite. Merci à vous, Jean-Baptiste Elias. Vous êtes le président du FONAC. Vous avez été sur le terrain le 11 janvier dernier pour le scrutin législatif et le scrutin communal. Merci à chacun, merci à tous de nous avoir suivis. Eh bien, on se retrouve très prochainement.